Il y a des fichiers optionnels, tels que par exemple tolis.xml. Tolis.xml, c'est un fichier qui va dire à OpenMC qu'est-ce que je veux comme calcul en plus du calcul de cas effectif. OpenMC va faire le calcul de cas effectif par défaut parce que dans Settings, on a fixé le run mode égal à eigenvalue. Maintenant, on va demander d'autres données, ou bien d'autres résultats à OpenMC dans le fichier tolis.xml. Toli en anglais, ça veut dire en français score, c'est-à-dire le résultat de la simulation. Bon, ici on va définir des mèches, on ne va pas entrer dans les détails. Donc mèche, c'est une grille de dimension 100 suivant x, y et 1 suivant z, c'est-à-dire un carré qui va être partagé en 100 fois 100 petits carrés. Et les limites de cette mèche, de cette grille, c'est les limites du combustible, donc moins 0,6 jusqu'à plus 0,6, moins 0,6 jusqu'à plus 0,6, puis une mèche infinie suivant z. On adopte pour l'infini 10 puissance 50, donc moins 10 puissance 50 à plus 10 puissance 50. Bon, on définit dans le Toli des filtres. Donc le premier filtre, c'est du type mèche, c'est-à-dire on va s'intéresser à cette mèche-là. On va définir ici les bins, c'est-à-dire pour ce filtre, quel est le numéro du bin utilisé. Donc la mèche ici a été définie comme étant id égale à 2. Donc puisqu'on a utilisé le type mèche, on va adopter cette mèche. On peut avoir type mèche id égale à 1, donc on peut avoir ici le 1. Mais là, on a défini id égale à 2, donc le bin égale à 2. Un autre filtre peut être défini, c'est suivant l'énergie. Donc ça, c'est intéressant pour le moment. Donc vous êtes débutant, oubliez ceci, mais faites attention pour bien comprendre ceci. Le filtre numéro 2, c'est un filtre de type énergie, c'est-à-dire dans lequel on peut définir des intervalles d'énergie. On a ici l'énergie 0, c'est la limite inférieure. On a l'énergie 0,625, c'est en électronvolts, donc OpenMC manipule les énergies en électronvolts. Et on a ici une limite supérieure de 20 MeV, 20 10 puissance 6. C'est-à-dire ici on a défini un intervalle des neutrons thermiques et un intervalle des neutrons rapides. On a deux groupes d'énergie, le groupe thermique et le groupe rapide pour le filtre numéro 2 qui est du type énergie. On peut avoir aussi, ça c'est l'énergie d'entrée, c'est-à-dire les neutrons arrivent avec des énergies dans cet intervalle. Si on s'intéresse à la sortie, c'est-à-dire aux énergies des neutrons après une interaction, par exemple une diffusion, on a un autre filtre qui s'appelle Energy Out, donc de type Energy Out, c'est l'énergie de sortie. Je lui donne le numéro 3 et je fixe toujours le groupe rapide ici et le groupe thermique. 0 à 0,625 électronvolts, je précise bien électronvolts, et de 0,625 électronvolts à 20 MeV. Ça, c'est les énergies de sortie. C'est un filtre numéro 3. On peut aussi définir un filtre de type cellule, parce que vous avez plusieurs cellules dans votre géométrie, et il se peut qu'on va s'intéresser à quelques cellules. Par exemple, vous avez des cellules ici, 1, 2, 3, 4. Il se peut qu'on va s'intéresser uniquement à la cellule numéro 1, qui est le combustible, ou bien 4, qui est l'eau. Et donc, on va créer un filtre sur les cellules, et qui a comme bin, c'est-à-dire intervalle ou bien valeur, qui a pour bin 1, 2, 3, 4, toutes les cellules. D'accord ? Voilà donc les filtres dans cet exemple de Toli. On va maintenant demander à OpenMC de me donner des résultats spécifiques. Donc pour préciser quels sont ces résultats que je veux, il faut créer une balise qui s'appelle Toli. Elle est fermée ici. Et il a un identificateur numéro 1. Et puis, on va utiliser les filtres. Donc, avec les filtres ici, il va faire des combinaisons, voir le filtre numéro 1 de quoi il s'agit, voir le filtre numéro 2 de quoi il s'agit, et trouver le résultat qui est intersection entre le filtre numéro 1 et 2.
Le filtre numéro 1 et le filtre numéro 2 sont la mèche. Numéro 1, c'est la mèche que j'ai créée ici, et le 2, c'est l'énergie. Donc énergie d'entrée et la mèche. Donc il va donner un résultat pour la mèche numéro 1 avec les groupes d'énergie d'entrée qui sont définis dans le filtre, c'est-à-dire le groupe thermique et rapide. Qu'est-ce que je demande dans ce TOLI? Qu'est-ce que je vais demander à OpenMC de calculer? C'est dans les scores que je définis ceci. Donc score avec S, je vais lui demander le flux, je vais lui demander le taux de fission. Attention, ici c'est des taux de fission, c'est pas des sections efficaces microscopiques. C'est-à-dire je demande ici l'intégrale de sigma de fission macroscopique fois le flux, ou bien la densité atomique multipliée par l'intégrale de sigma fission microscopique fois le flux. Et si je veux la section efficace macroscopique, je divise ce que j'ai ici comme taux de réaction par le flux. Ici c'est l'intégrale du flux, là c'est l'intégrale de grand sigma fois phi. Le rapport fission sur flux va me donner la section efficace macroscopique de fission. Si vous voulez la section efficace microscopique, vous divisez par n, c'est-à-dire la densité atomique. Je lui demande aussi de calculer le nu fission. Nu fission, ça veut dire le produit nu bar multiplié par sigma macroscopique multiplié par le flux, c'est-à-dire le taux de fission multiplié par nu bar. Donc ça, c'est une donnée aussi. Il ne calcule pas, il ne donne pas nu bar directement, mais pour calculer nu bar, je peux faire la division, ou bien le rapport, de ce taux de réaction par ce taux. Donc nu fission divisé par fission, ça me donne nu bar. Donc ça, c'est un exemple de taux de réaction et de flux qu'on peut demander à OpenMC. Et il y en a d'autres, bien sûr. Dans le manuel de OpenMC, vous allez trouver d'autres définitions. Dans le TOLI numéro 2, je vais filtrer sur 2, 3 et 4. Donc 2, 3 et 4. Le 2, c'est un filtre sur l'énergie d'entrée. 3, c'est un filtre sur l'énergie de sortie. Et 4, c'est un filtre sur les surfaces, sur les cellules, pardon. C'est-à-dire que je vais calculer dans toutes les cellules de la géométrie avec toutes les énergies d'entrée et toutes les énergies de sortie. Donc toutes les énergies d'entrée, c'est dans le filtre numéro 2. Les énergies de sortie, c'est dans le filtre numéro 3. Et les cellules, c'est dans le filtre numéro 4. Donc je vais calculer tout ce qui se passe dans toutes les cellules avec une énergie d'entrée et une énergie de sortie. Donc je vais créer des matrices de résultats. Pour le scatter, c'est les diffusions, donc le taux de diffusion. Le taux de diffusion avec nu, ici, ça veut dire qu'il va prendre en considération même les réactions qui multiplient les neutrons, la réaction N2N et la réaction N3N s'ils existent. Et le nu fission, c'est-à-dire nu fois sigma F. Donc ici, nu fission, c'est nu fois sigma F. Nu scatter, c'est diffusion, c'est-à-dire je vais trouver dedans ceci, plus un tout petit peu de réactions N2N et N3N, qui généralement dans un réacteur, leur contribution est faible. Voilà donc les TOLI dans le fichier tolis.xml, et toute balise doit être fermée bien sûr, sinon OpenMC va trouver des erreurs. Pour visualiser la géométrie, OpenMC offre la possibilité de définir ce que vous voulez dans les fichiers plots.xml. C'est aussi un fichier optionnel, donc OpenMC peut tourner sans ce fichier, mais je vous invite à toujours tracer de la géométrie parce que ça va vous permettre de trouver les erreurs. Si jamais vous avez commis une erreur, c'est dans l'affichage de la géométrie que vous allez le voir. Donc le plots.xml pour cet exemple, c'est une balise qui commence par plots, qui se termine ici par plots, avec un S, et puis vous avez des balises plot sans S qui se terminent ici avec plot sans S. Et vous pouvez avoir plusieurs. Ça c'est la balise numéro 1, d'accord, dans laquelle je vais colorier par matériel, donc color égale mat, c'est-à-dire que je vais colorer par matériau, et vous avez donc à définir les bases de votre géométrie pour tracer cette image.
Donc, la base XY, ça veut dire que je vais faire une coupe suivant le plan XY. Donc, un cylindre parallèle à Z coupé suivant le plan XY va vous donner des cercles ou bien des disques. Donc, vous avez la géométrie à côté. Voilà, donc vous avez l'origine de la géométrie, on l'a fixée ici au centre, donc le centre de la géométrie. Puis vous avez la largeur, on a des rayons du combustible qui vont jusqu'à 0,6, donc disons un diamètre jusqu'à 1,3 cm, donc on a limité le tracé jusqu'à 1,5 cm. Donc une coupe ici de longueur 1,5 cm et ici de largeur 1,5 cm. Et puis vous définissez ici le nombre de pixels nécessaires pour avoir une géométrie lisible. Avec 1000 ici, vous avez une image très nette. Vous pouvez diminuer pour aller vite. Plus vous augmentez, plus bien sûr ça va prendre du temps dans la construction de l'image. Et donc ce plot ici que vous avez défini comme numéro 1 va me donner ce tracé. Donc vous avez le combustible ici au centre, vous avez le gap d'hélium, vous avez la gaine ici, et vous avez l'eau autour, et la géométrie est limitée par ces surfaces carrées de dimension 1,5, 1,5. Voilà donc la géométrie de votre problème. Une fois vous lancez le calcul, il va afficher les premiers cycles, ça c'est les cycles que j'ai dit tout à l'heure qu'il faut sauter pour assurer la convergence de la source de neutrons. À partir du cycle numéro 12, il commence à faire la moyenne entre le cycle numéro 11 et le cycle numéro 12, parce qu'on a éliminé 10 cycles dans le settings. Donc vous avez ici la valeur moyenne, 1,21, plus ou moins 54 ppm. Et au fur et à mesure que la simulation dure dans le temps, vous avez un résultat qui va être donné avec cette précision. Par exemple, 300 ppm. Ici, c'est un résultat qui est très rapide, c'est un calcul très rapide, où le cas effectif moyen, il est donné ici comme étant 1,16 plus ou moins 306 ppm. Et il n'y a pas de fraction de fuite. Pourquoi? Ici, j'ai trouvé donc les trois valeurs de cas effectif avec les quatre estimateurs, d'accord? Les trois estimateurs, pardon. Collision, Schrack-Lindh et absorption. Puis vous avez la moyenne globale, le cas effectif combiné, et puis vous avez des fuites qui est égal à 0. On a le taux de fuite égal à 0. Pourquoi? Je reviens ici sur les fichiers de données. Dans ce fichier géométrie.xml, tout à l'heure j'ai dit, on va laisser ceci pour le moment. Les boundaries. Qu'est-ce que ça veut dire boundary? C'est des limites, c'est des frontières. Ça, c'est des surfaces XY qui limitent le carré, pour lesquelles on a des limites ici, qui sont définies par le mot réflective. Il y a trois mots-clés pour ces boundaries. Il y a réflective, il y a transmission et il y a vacuum. D'accord? Donc, pour le moment, on a utilisé réflective pour ces surfaces-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire un neutron, lorsqu'il arrive sur le plan x égale à 0, moins 0,6, il va être réfléchi, c'est-à-dire il va retourner à l'intérieur. Lorsqu'il arrive sur ce plan, il va retourner à l'intérieur. Donc, sur le troisième, la même chose, et sur le quatrième, la même chose. Ça veut dire que aucun neutron ne va franchir ces surfaces réflectives. C'est-à-dire que on a éliminé les fuites. C'est ce qu'on appelle un milieu infini. Donc, avec cette définition de boundary, on a défini un milieu infini. Tous les neutrons vont interagir à l'intérieur et ils vont disparaître par fission ou bien capture. C'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir de fuite. C'est pour ça que le taux de fuite est égal à 0. Donc ça, c'est réflectif. Si on a par exemple transmission, c'est par défaut. C'est-à-dire que le neutron va passer d'une cellule à l'autre. Il va traverser la limite. Il va traverser la surface qui limite deux cellules. Par exemple, dans cette définition, on a éliminé le mot boundary, donc on n'a pas défini les frontières. Par défaut, OpenMC considère que boundary est égal à transmission. Donc, c'est-à-dire que le neutron, lorsqu'il va arriver à cette surface, il peut la franchir et passer
à la cellule à côté, à la cellule qui est sous-jacente. Lorsqu'il arrive sur cette surface, il peut passer aussi à l'autre cellule. Et la même chose en sens inverse. Donc il peut revenir en arrière et il peut passer d'une cellule à l'autre et ces cellules sont séparées par ces surfaces. Donc par défaut, boundary c'est transmission. D'accord? Donc ça c'est les deux mots-clés, boundary égale réflective et boundary égale transmission. Reste le troisième, c'est vacuum. Vacuum, ça veut dire qu'il y a du vide à l'extérieur, par exemple. Si vous définissez une sphère avec cette surface sphérique dans laquelle vous avez défini boundary égale vacuum, V-A-C-U-U-M, ça veut dire que vous avez dit que lorsque le neutron franchit cette surface vers l'extérieur, il va trouver du vide. Et dans le vide, bien sûr, il n'y a pas d'interaction. C'est-à-dire que le neutron va voyager jusqu'à l'infini. Et si je vais suivre un neutron qui va voyager jusqu'à l'infini, il va pas s'arrêter, et donc ça va perdre du temps de calcul énormément. OpenMC, il est fait de sorte que s'il trouve beaucoup de particules qui voyagent jusqu'à l'infini, il va arrêter la simulation, parce qu'il dit qu'il y a une erreur, donc il ne va pas suivre des neutrons qui voyagent jusqu'à l'infini. Et donc il vaut mieux, dans votre géométrie, définir cette surface avec boundary égale vacuum, si vous voulez arrêter les neutrons qui sortent. Si par exemple dans une géométrie on n'a pas besoin des neutrons qui sortent, on va les tuer, on va tuer leur histoire, on va arrêter leur histoire en définissant boundary égale vacuum. Voilà, donc c'est pour cette raison que vous avez ici leakage égale 0. La fraction de fuite est nulle et vous avez ici un cas infini. La définition de ces surfaces avec boundary égale réflective vous permet de calculer le cas infini. Et le cas infini, quand vous le connaissez, c'est le facteur de multiplication pour un milieu infini, où il n'y a pas de fuite. Bon, avant de passer aux autres résultats qui sont définis dans Tsolil, donc ça c'est le calcul par défaut de Eigenvalue Mode. Ce que vous avez demandé dans les Tsolil, on va le voir par la suite. Mais avant ceci, je vais expliquer rapidement de quoi il s'agit ici, estimateur collision, estimateur track length et estimateur absorption. Pour le premier estimateur qui est collision, comme j'ai dit, généralement, on est ramené à calculer un flux. D'accord? On calcule un flux phi. Le flux phi, dans un calcul ordinaire, c'est-à-dire un calcul analogue dans une géométrie, par exemple, simple sphérique, tous les codes de calcul Monte-Carlo adoptent ceci. Vous avez par exemple un neutron qui pénètre. Il peut voyager dans cette cellule et il peut sortir. D'accord? On peut estimer cette longueur. D'accord? Cette longueur, on peut l'estimer. De combien elle est. Un autre neutron qui va faire ceci, on peut estimer cette longueur. Un neutron qui fait ceci aussi, on peut estimer cette longueur. Une fois, on remplit notre géométrie avec ces segments de droite. D'accord? On a rempli tout le volume. Donc si on remplit le volume, et si on mesure la somme de ces longueurs, de ces segments de droite, c'est une longueur, donc la somme de ces segments de droite nous donne une longueur, on peut estimer le flux de neutrons à partir de cette longueur. Donc le flux ici est estimé comme étant quelque chose proportionnel à la somme des longueurs LI. Donc vous avez l'estimation de LI vous permet de calculer le flux. C'est ce qu'on appelle ici le flux estimé par l'estimateur track length. C'est la longueur de la trajectoire. Donc ces longueurs de trajectoire vous permettent d'estimer le flux. Donc ici on a l'estimateur track length. Pour l'estimateur collision, on va introduire des sections efficaces macroscopiques de collision. Donc les sigma i à chaque énergie par exemple. Et si on fait la somme de 1 sur sigma i, donc la somme de 1 sur sigma i c'est une section efficace macroscopique qui s'exprime en centimètres moins 1, 1 sur sigma i s'exprime en centimètres, et donc la somme de ces grandeurs, 1 sur sigma i, va me donner une trajectoire, une longueur de trajectoire, et par conséquent, on aura un calcul du flux. Donc le flux est proportionnel ici à la somme de 1 sur sigma i. Que ce soit dans les collisions
Donc l'estimateur, c'est un estimateur collision. Avec collision, on adopte la section efficace macroscopique de collision. Et dans le cas de l'estimateur absorption, grand sigma, c'est la section efficace macroscopique d'absorption. Pour les autres résultats demandés dans le fichier tolid.xml, donc vous avez le taulier numéro 1, il va faire un filtre sur les mèches, donc mèche 1, 1, 1, ça c'est le cube, le petit cube, ou là le parallélépipède 1, 1, 1, donc on a divisé par 100 fois 100 fois 1, et ici vous avez l'énergie d'entrée, donc le groupe d'entrée c'est le groupe thermique, vous avez le matériau total, on n'a pas filtré par le matériau, et on calcule le flux, donc on demande le flux, on demande la fission, d'accord, et on demande nu sigma f, le taux de fission multiplié par nu bar. Donc vous avez ici des 0, 0 parce que le cube, la mèche numéro 1, 1, 1 s'est trouvée en dehors du combustible. Et donc vous avez des valeurs pour des énergies d'entrée dans les deux groupes 1 et 2, groupe thermique et groupe rapide. Puis vous avez la mèche numéro 2, 2, 2, 1, 1, etc. jusqu'à terminer toutes les mèches 100, 100, 1. La taulier numéro 2, dans laquelle on a filtré sur l'énergie d'entrée, l'énergie de sortie et les cellules. Donc on va d'abord classer les résultats d'abord par groupe d'énergie entrante, puis groupe d'énergie sortante, et puis la cellule. Donc ce qui se passe dans la cellule numéro 1 qui est un combustible ici, UO2. Donc vous avez dans la gamme d'énergie entrante, c'est-à-dire énergie thermique, et énergie sortante, c'est l'énergie thermique, on trouve un taux de diffusion de 0,78 avec une erreur ici statistique absolue. Le taux de diffusion avec production de réactions N2N et N3N, c'est des réactions qui sont à seuil, donc il n'y a pas de différence entre les deux résultats parce que le seuil n'est pas atteint. Donc c'est uniquement la diffusion que vous avez. Et nu sigma f est égal ici 0 parce que il n'y a pas de fission dans le domaine thermique qui donne des neutrons dans le domaine thermique. La fission donne des neutrons dans le domaine rapide. Et donc on trouve ici 0 parce que l'intervalle de sortie d'énergie est thermique aussi. Donc il n'y a pas de neutrons thermiques créés par fission. Dans la cellule numéro 2, il n'y a pas de fission parce que ce n'est pas un combustible, donc on trouve 0. Et vous avez les diffusions qui sont données ici. Puis la cellule numéro 3, la cellule numéro 4. Pour l'énergie de sortie dans le domaine rapide, on va cette fois-ci trouver nu sigma f qui est différent de 0. Donc vous avez les neutrons qui entrent avec une énergie thermique et on va s'intéresser aux neutrons qui sortent dans le domaine rapide, 0,625 électronvolts jusqu'à 20 MeV. On a un taux de fission nu sigma f qui est égal à 0,94. Dans la cellule numéro 1 parce que c'est le combustible. Dans la cellule numéro 2, il n'y a rien, c'est 0 pour la fission. Il n'y a pas non plus de diffusion dans le domaine rapide, qui mène des neutrons vers le domaine rapide. Et dans la cellule numéro 3, vous avez un peu de diffusion dans le domaine rapide, c'est-à-dire des neutrons qui viennent du thermique vers le rapide. C'est faible, et ça, c'est ce qu'on appelle le upscaling. Ça, c'est un passage qui est dû à l'utilisation de S-alpha bêta. Si vous n'utilisez pas S-alpha bêta, le neutron ne peut pas passer du domaine thermique vers le domaine rapide. Mais le taux de diffusion ici, il est faible. Là aussi, dans l'eau, vous avez un taux de diffusion qui est un petit peu plus grand que la gaine, et vous avez quelques neutrons qui passent du domaine thermique vers le domaine rapide à cause de l'utilisation de S-alpha bêta. Et voilà, donc nous avons terminé avec les fichiers de données d'un exemple pour faire tourner OpenMC. Le futur travail qu'on va faire, c'est en utilisant notre interface graphique RSN OpenMC. Cette interface graphique, comme j'ai dit, elle a été développée par Jafar al-Baqqali lors de sa préparation de thèse chez nous et elle a été adoptée dans le manuel d'utilisation de OpenMC. Donc ça, c'est un paragraphe qu'on trouve en 2018 sur la page web du code OpenMC. Donc le manuel de OpenMC, il a adopté cette interface graphique que nous avons publiée
et qui va être utilisé dans la suite de notre travail. Donc c'est une interface graphique qu'on va télécharger de notre site GitHub. Là c'est l'interface qui est mise à jour régulièrement. Chez Ja'far al-Baqali, la mise à jour n'est pas toujours assurée. Donc je vous propose de travailler avec l'interface que vous téléchargez à partir de mon site GitHub, qui a cette allure. Ça, c'est une interface graphique écrite en Java qu'on va utiliser dans la suite de notre travail. Et à bientôt.